mais il y a aussi un problème politique. Là, on est dans la politique. Et un des grands soucis des dirigeants politiques, enfin ceux qu'on a élus pour nous diriger, c'est quand même de s'assurer que les revenus soient stables. Et si vous, tout d'un coup, vous supprimez tout en échange de quelque chose pour entrer dans un total inconnu, on entre dans une période d'instabilité et de risque qui est très grande et qui n'est pas acceptable politiquement. Ça veut dire aussi que les citoyens risquent de dire mais que vont devenir mes prestations sociales, que vont devenir tout ce que au fond l'État me restitue, et donc c'est déjà un projet assez novateur s'il est accepté ce qu'on souhaite, pour ne pas créer une période d'incertitude qui ferait capoter le projet. D'autre part, c'est aussi une question pratique, puisque c'est une initiative fédérale. Et si vous vous attaquez au canton, il faut faire 26 autres initiatives cantonales. Donc il faut des moyens humains absolument énormes. Et je dis pour créer probablement des zones de risque qui donneraient des arguments supplémentaires aux adversaires. Donc il faut aussi un certain degré, je dirais, de réalisme, parce que la politique, c'est ce qu'on peut faire, c'est pas juste... Enfin, il faut accommoder l'idéal à la raison pratique, si je puis dire. Et quand les marchés, quand les marchés baissent, quand il y a des cracks, est-ce que la fiscalité ne va pas devenir dépendante de... Est-ce qu'on va prélever encore cette micro-taxe à la baisse, ou on va se retrouver sans recette si à un moment il y a un gros effondrement? Oui, la microtaxe est appliquée à l'ensemble des transactions, indépendamment du fait de savoir. Je reprends. La microtaxe est appliquée à l'ensemble des transactions, au volume de transactions, indépendamment de savoir si les cours montent ou baissent effectivement. Donc, coronavirus ou non, on appliquerait la microtaxe. Oui, parce qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton tant que la personne parle. Donc je termine, donc coronavirus ou non, la taxe sera appliquée pour cet exemple actuel. Et puis la conjoncture joue aussi pour la TVA. S'il y a une crise économique, la TVA baisse puisque la consommation baisse aussi. Donc dans le système actuel, il est aussi sensible aux aléas de la conjoncture. Identique pour l'IFD aussi, c'est la même chose. Bien sûr. Et l'IFD, la même chose. Et on a cette possibilité d'ajuster le montant, comme l'a très bien dit Marc. Donc, tout en restant en restant à un montant micro, on a des possibilités de réajustement. Et en plus, si au niveau des transactions électroniques purement financières, il y aura aussi tout ce qui est de l'ordre du marché de la consommation. Les citoyens vont continuer à consommer, même en cas de crise, enfin on peut l'espérer. Donc ils vont continuer à assumer des paiements, à retirer de l'argent, et donc il y aura aussi quand même si la masse financière sera différente, elle existera. Une des inquiétudes, pardon, excusez-moi, je rajoute juste un truc. Une des inquiétudes des politiques ou des partis qu'on rencontre, c'était la question de l'équité. Est-ce que c'est un impôt équitable? Ou est-ce que c'est un impôt, disons, juste sur le plan social? Et là, je ne sais pas si Gérard ou Marc peut-être quand même ajouter que, de mon point de vue, c'est un impôt très juste. Expliquer comment et pourquoi. Oui, ça, on estime que l'équité passe à travers la capacité contributive de la personne finalement à payer cette microtaxe. Les gens sont très attachés à cette partie contributive. On part du principe que les personnes qui ont des revenus extrêmement importants ont normalement des dépenses largement supérieures à ceux qui ont des revenus inférieurs. Par conséquent, la contribution, l'aspect contributif va passer à travers la capacité des gens à dépenser, à finalement utiliser leur fortune en matière d'investissement qu'ils ont fait dans les actions, etc. Marc le dirait peut-être encore de façon plus précise. On arrive dans cette sphère de personnes qui commencent à spéculer ou commencent à investir dans les actions seulement à partir d'un certain revenu. Et donc en dessous, la base des personnes moyennes investissent plutôt dans la pierre, dans l'immobilier, et puis en dessous encore, on n'arrive même pas à économiser. Mais au-dessus, les gens, quand ils ont des revenus, après avoir épongé ce qu'il fallait en termes d'immobilier, ils investissent dans les actions
en termes un peu triviaux, c'est comme ça que ça se passe. Donc en gros, l'équité, elle passe à travers finalement la capacité des gens à dépenser les revenus qu'ils ont. Effectivement, donc les familles plus riches effectuent bien plus de transactions. Pourquoi? Parce qu'elles disposent d'un portefeuille d'actifs financiers le plus souvent. Pour illustrer mes propos, considérons les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, le temps de détention moyen d'une action dans un portefeuille était de l'ordre de 5 ans. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 5 minutes, quelques minutes. Voilà. Donc on a tout de suite compris que ça va bien plus vite et que donc les transactions seraient perçues, le micro-impôt serait perçu sur les transactions, bien plus facilement. Question d'ordre pratique. Parlez plus fort. Oui, question d'ordre pratique. Comment va se passer la collecte de signatures? Quels sont les objectifs pour le nombre de signatures en combien de temps pour que ça aboutisse? Oui. Il faut appuyer sur le bouton, Marc. Derrière toi, derrière toi. Voilà. Marc Rimes, je suis responsable pour la campagne. Nous allons commencer ce week-end avec la collection des signatures avec des moyens digitaux. Nous avons déjà plusieurs milliers de personnes qui nous ont signalisé avec une action sur WeCollect qu'ils veulent collectionner au moins 5 signatures. Alors j'espère, je compte que d'ici 2 mois, on va avoir 30 à 40 000 signatures. Et comme d'autres, on a fait déjà beaucoup d'autres initiatives au référendum, on sait que du moment où l'initiative est lancée, il y a pas mal d'autres personnes, d'autres groupements qui sautent sur le train qui est en marche. Alors là, nous espérons que d'ici en 12 mois, nous allons avoir les 110, 120 000 signatures qui sont nécessaires pour avoir pour pouvoir déposer l'initiative à Berne. Oui, et je voudrais rajouter à ce que Marc vient d'annoncer que nous avons d'ores et déjà travaillé avec, effectivement, même si l'initiative est non partisane, on y tient, nous avons contacté effectivement tous les partis politiques, nous leur présentons l'initiative, soit ils sont favorables, soit ils ne le sont pas. Nous avons aussi travaillé nos réseaux d'influence. Comme vous l'avez vu, nous sommes un comité assez représentatif de la société civile, donc chacun a un réseau d'influence. Donc nous allons travailler de cette manière, de manière à influencer au maximum, faire connaître, faire du prosélytisme et permettre de recueillir ces 100 000 signatures d'ici le 21 août 2021, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Voilà, puisque nous avons 18 mois devant nous depuis le 25 février dernier. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai eu la grande chance et le privilège de connaître Marc depuis assez longtemps. Et je crois qu'on a commencé à en parler il y a quoi, 3-4 ans de cette initiative. C'est ça. Et donc, depuis, en fait, j'ai même eu la grande chance, merci Mireille, d'interviewer Marc à ce sujet, il y a un peu moins d'1 an, pour Bilan. Et donc, depuis, on a eu des progrès énormes qui ont été faits dans les fintechs. À ce point qu'on a par exemple Revolut, que vous avez peut-être entendu parler comme moyen de paiement qui marche très bien, et d'autres qui sont devenus pratiquement gratuits en fait, disons. Et les gens, dans leur mentalité, on se demande pourquoi on doit payer pour une transaction. Regardez aux États-Unis, qui sont un peu en avance, les transactions sur titre qui sont faites en ligne sont désormais gratuites. Donc les brokers vous les offrent et ça marche parce que tout dernièrement, il y a peut-être 2 semaines, Morgan Stanley a acheté E-Trade pour plus de 13 milliards de dollars. Donc ils ont d'autres moyens de gagner de l'argent, notamment en ayant, aux États-Unis il y a encore des taux d'intérêt, donc en ayant des dépôts. Et est-ce que dans la mentalité actuellement, donc étant donné que la dynamique elle est pour payer vraiment le moins possible et pratiquement rien pour les frais de transaction, ça ne serait pas plus difficile de justifier cela, encore une fois, parce que les gens ne vont pas peut-être comprendre, vous voyez, de quoi il s'agit tout de suite. Il faudra bien leur expliquer que vous n'allez pas payer la TVA, etc. Parce qu'ils risquent de se dire, non, mais on ne veut rien payer pour les transactions. Et juste, encore une chose, dans le temps de ce jour, vous pouvez lire un article sur le conflit qui oppose Tweet à Digitech, qui est le plus grand vendeur en ligne d'électronique.
Digitech trouve que Tweet est trop cher. Eh bien, ils ont, depuis le 1er mars, ils ont interrompu les transactions. Et qui va rentrer en jeu, c'est Google Pay, Apple Pay et d'autres. Donc d'autres acteurs étrangers, le plus souvent, mais qui seront au meilleur marché. Alors, est-ce que cette dynamique-là ne vous, je ne vais pas dire si vous ne faites pas peur, mais vous ne pensez pas que ça risque un petit peu d'atténuer l'enthousiasme de la part des personnes qui veulent payer de moins en moins toutes sortes de transactions, donc, avec notamment les fintech, voilà. Merci pour cette question importante. Tout d'abord, le plus souvent, pour le commun des mortels, les transactions ne sont pas gratuites. On est allé au restaurant à midi, on a payé avec les cartes Visa, et il s'agit d'un taux bien supérieur à 0,1%. On paye de l'ordre de 2%. 1,7%. Oui. Après ça, lorsqu'on effectue les transactions, lorsqu'on contacte notre banque, on paye des commissions. En Suisse, les commissions ont doublé en l'ordre de 10 ans. Donc ce n'est pas gratuit le plus souvent. Et puis par ailleurs, je crois qu'on peut comprendre qu'il est avantageux de payer une microtaxe lorsqu'effectivement la TVA disparaît et l'impôt sur le revenu, parce que là il ne s'agit pas de 0,1%, il s'agit de 7% dans le premier cas et de plus dans l'autre. Donc voilà comment j'aurais tendance à répondre. Et merci encore une fois pour ce point. Mais d'autre part, si j'ose, depuis l'article, j'ai pu parler à pas mal de politiciens et ils pensent que l'idée est superbe, mais elle est un peu en avance sur son temps. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il faut lancer, il faut attendre quelques années justement pour que les gens adaptent leur mentalité. Oui, bon, le risque c'est que dans quelques années. Le risque c'est que les mêmes politiciens nous disent dans quelques années que c'est trop tard. On commence, à un moment on commence. Et puis, de manière pratique, pour avoir rencontré pas mal de politiciens, d'ores et déjà, c'est vrai que cet argument apparaît tout le temps, mais il faut être novateur. Je pense qu'on a dit que la Suisse était assez conventionnelle, c'est pas vrai. Vous parlez de fintech, vous parlez de blockchain, vous parlez de certains éléments. La Suisse est novatrice, mais pour certains, donc on admet l'aspect novateur dans la technologie, alors pourquoi on l'emploierait pas dans le domaine contributif et fiscal. Donc effectivement, il faut changer de paradigme, mais c'est vrai qu'on peut nous opposer ça. Il faut savoir aussi que l'initiative, on a 18 mois devant nous, qu'il y a des délais incompressibles concernant son implémentation. Donc si on ne lance pas l'idée aujourd'hui, et je rejoins Marc, on sera en retard dans 2-3 ans. Donc il faut commencer. En plus, on est un pays où on peut effectivement lancer une initiative, donc ça c'est un droit démocratique qui nous permet de le faire. Ce n'est pas forcément le cas chez nos voisins. Nous avons une taille, je dirais, critique, mais bonne, concernant aussi la territorialité.